Vous écoutez le journal du télétravail du magazine Management, votre podcast quotidien pour mieux télétravailler. Je suis Lomique Guillot, rédacteur en chef du magazine Management, et je suis heureux de vous retrouver aujourd'hui pour parler liberté, télétravail et confiance. C'est parti. C'est le journal du télétravail. Aujourd'hui, dans le journal du télétravail de Management, j'accueille Baptiste Hamin, cofondateur de Feezer. Bonjour Baptiste. Bonjour. Feezer, c'est une appli qui permet de créer et d'envoyer facilement des cartes postales totalement personnalisées à partir de vos propres photos depuis votre smartphone. Mais ce n'est pas pour parler de cartes postales que je vous ai invité, mais bien de télétravail, puisque depuis 6 ans que vous existez, l'ensemble de vos salariés, qui sont 23 aujourd'hui, sont à 100% en télétravail. Du coup, j'imagine que pour vous, le confinement n'a absolument rien changé à votre organisation quotidienne. Ça a quand même un petit peu changé l'organisation, surtout au premier confinement, parce qu'on s'est quand même retrouvé avec les enfants à la maison. Mais c'est vrai que globalement, on n'a pas eu de gros mouvements depuis le bureau à faire. Alors du coup, question assez simple, est-ce que selon vous, on peut passer du jour au lendemain en 100% télétravail ou est-ce qu'il y a des étapes indispensables avant, hors période de confinement bien sûr, d'adopter une politique de télétravail à temps complet? Je pense que tout le monde n'est pas fait pour le 100% télétravail du jour au lendemain. Il y a un vrai sujet autour de l'autonomie. Mmh. Chez Feezer, c'est un critère qui est assez important. Et je pense que si on embauche quelqu'un qui n'est pas très autonome, c'est pas forcément lui rendre service quand elle va démarrer à distance. Et alors quelles sont justement les étapes? Est-ce que vous avez, imaginé des étapes d'intégration, qui facilitent la prise d'autonomie? Avant l'arrivée du collaborateur, il y a quand même le recrutement où effectivement il faut quand même valider certains points. Mmh. Après, quand la personne arrive, c'est vrai qu'il ne faut pas négliger l'onboarding. Quand on arrive chez Feezer, tu as une documentation qui s'appelle Welcome on Board, où l'idée justement c'est de pouvoir retrouver toutes les informations qui vont être essentielles à ton arrivée. Comment est-ce qu'on communique, des informations sur notre histoire, Mmh. des informations sur l'équipe qu'on a, etc. Tout un ensemble d'informations qui vont te permettre de comprendre un petit peu où est-ce que tu mets les pieds. Mmh. Après, on va faire venir la personne dans notre centre d'impression. L'idée, c'est sur 3-4 jours, d'essayer aussi de créer ce lien de confiance qui est vraiment important. Même si on parle de 100% télétravail, le plus important, c'est de se voir aussi dans la vraie vie. Une autre chose qu'on a mis en place et qui marche pas mal chez nous, c'est que chaque personne qui arrive a un parrain. On a toujours plein de questions quand on arrive dans une boîte. Là, ça permet vraiment à la personne de ne pas être perdue dans les premiers jours. Et ce parrain, il le rencontre physiquement ou ça se fait, à distance, selon où se trouve ce parrain? Généralement, on essaye que la rencontre se fasse en physique. Mmh. Parfois, c'est compliqué parce que on va avoir un parrain qui est à Bali, par exemple, et du coup, les gens se verront uniquement à la retreat suivante, le moment où toute la boîte va se réunir. Mais autrement, tous les premiers débuts se font de manière virtuelle. Alors les retreats, on va y revenir après, c'est les réunions physiques que vous organisez, régulièrement et qui sont, indispensables, effectivement à la vie de l'équipe. Peut-être juste une question pour revenir sur le recrutement, en lui-même. Est-ce qu'il y a, dès ce stade de recrutement, des qualités particulières que vous cherchez chez les candidats et qui vont faire que, le télétravail, se passera bien pour eux? La première qualité qu'on recherche chez quelqu'un, c'est pas en rapport avec le télétravail. Nous, on a un produit, c'est que la personne, elle ait envie d'apporter quelque chose à ce produit, peu importe le poste. Mmh. Ensuite, effectivement, sur le télétravail, on va chercher des facultés, soit être déjà autonome, donc c'est est-ce que j'ai déjà fait du télétravail avant, soit des capacités à devenir autonome rapidement. Et Mmh. du coup, nous, au travers d'un test qu'on fait passer, on voit si la personne, elle est bien organisée dans son travail. Et quand on parle d'autonomie, on va aussi parler de routine de travail derrière, c'est-à-dire comment est-ce que je m'organise dans ma semaine pour pouvoir atteindre mes objectifs. Vous avez, récemment décidé de capitaliser sur votre expérience pour rédiger un guide du télétravail que vous mettez à la disposition, de tout le monde. Un guide qui est vraiment hyper complet et très bien fait. On mettra d'ailleurs, dans les notes de cet épisode un lien pour retrouver, au moins une partie de ces infos. Mais dans ce guide, ce qui est intéressant, c'est qu'un de vos premiers conseils ou avertissements, c'est de dire que le travail, 100% remote fonctionne avec 2 piliers forts, la liberté et la confiance. Pourquoi est-ce que c'est ces 2 points-là qui sont pour vous les plus importants avec l'autonomie des collaborateurs? La liberté et la confiance, c'est effectivement deux piliers forts parce que déjà, comme on est en 100% télétravail, on n'est pas avec les gens à savoir est-ce qu'ils vont ou non travailler sur leurs objectifs de la semaine. Mmh. Après, on a un point de vue aussi chez Feezer, c'est qu'on ne sait pas forcément si les gens travaillent, même dans un bureau physique. Laisser de la liberté, ça veut dire quoi chez nous? Ça veut dire que
Les gens, ils peuvent travailler d'où ils veulent, ils peuvent travailler quand ils veulent, mais ils doivent remplir leurs objectifs hebdomadaires. Il n'y a pas d'horaire fixe chez nous. Et puis du coup, le deuxième pilier fort qui vient juste après, c'est la confiance. Alors je pense que la confiance, ça se construit dans le temps, et Mmh. la confiance, ça va dans les deux sens. Ça se ressent assez bien chez nous. Vous, ça se ressent, par quoi? Par exemple, la transparence que vous accordez, de façon assez importante, sur, les chiffres, les résultats? Ce qui est vraiment important, c'est de donner de la transparence quand ça va bien et aussi quand ça va pas bien. Mmh. Ce qu'on essaie de faire, on se voit chaque semaine, on parle des chiffres, on parle de tout ce qui se passe dans l'environnement Pfizer, où l'idée, c'est de donner un maximum de visibilité à tout le monde. Ça se fait par quel canal? Avec qui? Comment vous vous organisez pour ce type de points et ce partage d'informations? On partage les chiffres de manière automatisée, donc tous les lundis, les gens reçoivent les chiffres. On les noie pas dans de l'information, hein. L'idée, c'est juste d'avoir 4-5 métriques importantes et puis d'en discuter le jeudi. Donc c'est-à-dire qu'on va tous se voir pendant un call et on va discuter pendant 30-40 minutes de tout ce qui se passe en ce moment. Pour revenir sur votre, fonctionnement peut-être plus concret, au quotidien, donc je disais, vous êtes, 23. Quels sont les au-delà de ce point du jeudi, quels sont les grands rendez-vous que vous avez? Quelles sont les routines que vous avez mises en place? En gros, comment s'organise une journée, chez vous et comment vous créez du lien au quotidien avec vos 23 collaborateurs? Le mot routine est vraiment bien choisi. Nous, on travaille par sprint toutes les semaines. Mmh. Donc un sprint va contenir quelques objectifs à atteindre pendant sa semaine. Concrètement, on se voit par équipe. Donc c'est pas tous ensemble, on se voit par équipe le lundi. Le sprint ensuite démarre et en gros l'idée du sprint, c'est qu'on se revoit le lundi suivant et on se dit qu'est-ce qui s'est bien passé, qu'est-ce qui s'est mal passé et on reconfigure le sprint à venir. Donc il y a 2 calls uniquement par semaine. Après, on utilise un outil sur Slack où tous les matins, on va demander à la personne qu'est-ce qu'elle a de prévu aujourd'hui. L'idée derrière ça, c'est de donner de la visibilité justement à tout le monde. Et puis au milieu de la semaine, pour certaines équipes, on va leur demander est-ce que vous rencontrez des difficultés cette semaine? Est-ce qu'il y a des freins par rapport au sprint en cours? Et en fonction des réponses, on échange autour de ça. Alors ça, c'est pour l'aspect, travail, mais pour l'aspect, lien social et vie d'équipe, est-ce que vous avez d'autres, dispositifs et d'autres façons de faire? Parce que chacun étant chez soi, on imagine que c'est difficile de faire vivre un esprit d'équipe à distance. Donc nous, on utilise vraiment beaucoup Slack. On considère que c'est notre bureau, c'est-à-dire qu'on va avoir différents channels sur Slack où on va échanger sur le sport, on va échanger sur la cuisine, on va échanger sur les livres qu'on est en train de lire, la musique qu'on écoute en ce moment. Voilà, c'est important aussi d'avoir ce type de discussion informelle. Mmh. On a aussi toutes les semaines un one-on-one avec le manager où justement l'idée c'est d'aller capter le ressenti un petit peu du moment. Mmh. Et on a aussi ce qu'on appelle la machine à café chez nous, c'est que tous les mardis, de manière aléatoire, 3 personnes vont se retrouver ensemble, où l'idée c'est d'échanger sur tout ce qu'ils veulent sauf le boulot. Et alors, est-ce que pour que ça fonctionne, il faut impérativement en passer à un moment par ces, retreats dont vous parlez, c'est-à-dire ces sortes de séminaires ou, d'événements où vous vous retrouvez tous physiquement? Est-ce que c'est plus simple de faire vivre, une équipe, de créer du lien quand on se voit de temps en temps physiquement en vrai? C'est pas plus simple, c'est essentiel, parce que c'est difficile de créer du lien fort en virtuel. C'est important de se voir en vrai pour montrer la direction que veut prendre la boîte, pour Mmh. apprendre à se connaître sur des projets qu'on ne challenge pas forcément au quotidien, et puis de se voir en dehors du travail, en physique, pour créer un lien, et puis avancer dans des meilleures conditions quand chacun repart dans son endroit dans le monde. Les uns les autres, vous invitez pas, chez les uns les autres pour ceux qui sont, le plus loin et dans des endroits plus exotiques, non? Ça fait partie des choses qu'on propose via le budget remote. Chaque collaborateur a un budget toute l'année et il va pouvoir l'utiliser soit pour améliorer son confort personnel, je ne sais pas Mmh. s'il veut un nouveau bureau, il va aussi pouvoir l'utiliser pour aller dans un espace de coworking parce qu'il n'a pas envie d'être chez lui tout le temps, par exemple. Et l'autre possibilité, justement, c'est aussi de pouvoir aller voir les autres personnes. Donc ça permet d'entretenir aussi d'une certaine manière le lien social. Une question que je ne vous ai pas posée, mais qui, se pose quand même. Pourquoi, au départ, avoir fait ce choix du 100 remote et télétravail? Qu'est-ce qui a été, vous, l'élément déclencheur pour, opter pour ce type d'organisation? On l'a fait par contrainte. En fait, on a fait le choix avec mes associés de monter un centre d'impression sur Cabourg. Et notre objectif, c'était quand même de pouvoir recruter les meilleurs potentiels. Mmh. Et c'était compliqué de faire venir tout le monde à Cabourg. Et on est vraiment content d'avoir pris cette option-là parce que ça nous a permis de recruter vraiment des bons profils et d'avoir des gens qui restent vraiment longtemps dans la boîte. Pour terminer en quelques mots, peut-être les 3 règles de base et les 3 erreurs à éviter si on veut, comme vous, opter pour un modèle, 100 télétravail? Une
Une des premières règles de base, on va le répéter encore une fois, c'est se voir en vrai. Mmh. Maintenir un bon niveau de transparence des informations, donc c'est-à-dire surtout que plutôt de manière générale que la circulation de l'information soit performante. Puis ce qui est important, c'est de prendre la température régulièrement de tout le monde pour savoir si tout le monde est bien en télétravail en ce moment. Et les 3 erreurs, alors on pourrait dire l'inverse, ne pas se voir, cloisonner l'information et ne pas se soucier des gens, mais peut-être d'autres choses que vous avez pu, vivre et que vous ne referiez pas ou qu'il faut vraiment éviter? Faut vraiment pas négliger l'onboarding. C'est un moment important. Quand on est en télétravail, mais même je pense que ça marche aussi dans un bureau, Mmh. c'est important d'avoir une routine vraiment précise, d'avoir un cadre sur sa semaine. Je démarre ma semaine, je sais exactement ce que je vais faire, je sais les moments où je suis un peu plus productif, des moments où je suis moins productif. Tous les jours, on a des moments où on est moins productif dans une journée, donc il faut faire quelque chose où on est moins productif. Et puis une erreur principale, c'est le retour que j'ai eu le plus quand j'ai envoyé le guide là sur LinkedIn, c'est le manque de confiance entre le collaborateur et le manager. On a bien compris, donc pour lui permettre d'être autonome, il faut lui laisser de la liberté, lui accorder de la confiance. Et pour ceux qui voudraient en savoir plus, évidemment, je les invite à aller voir ce guide, hyper complet que vous avez, réalisé, à partir de votre propre expérience, qui est, vraiment riche, en exemples, et riche en conseils, vraiment pratiques que tout à chacun peut appliquer. Merci beaucoup, Baptiste Hamin. Je rappelle que vous êtes cofondateur de Feezer, une appli qui permet à tout à chacun de créer, d'envoyer facilement des cartes postales personnalisées à partir de vos propres photos dans votre smartphone. Ça marche même en période de confinement. Je l'ai testé et c'est vraiment un super service. Donc voilà. Merci à vous. C'est la fin de cet épisode du JT, le journal du télétravail de management. Pour être sûr de ne manquer aucun nouvel épisode, abonnez-vous sur la plateforme d'écoute que vous utilisez. N'oubliez pas non plus de nous noter en nous donnant de préférence 5 étoiles. Et puis un podcast que je vous recommande, Ortho Taf. C'est un tout nouveau podcast lancé par le magazine Management en partenariat avec Projet Voltaire, un podcast qui vous aidera à mieux appréhender l'ensemble des règles d'orthographe pour ne plus faire de fautes à l'oral ou dans vos mails pro. Orthotaf, un podcast de management à écouter sur toutes les plateformes d'écoute. Moi je vous dis à bientôt, d'ici là soyez prudents, respectez les consignes et les gestes barrières, portez-vous bien et bon télétravail à tous. C'est le journal du télétravail.